Je me demande pourquoi je n'ai pas de compte Facebook, parce que je sais ce que ça fait au cerveau. Effet de hachage sur l'ensemble de notre attention. Alors ça, c'est un problème particulier parce que qui a été amplifié par le numérique. Je peux décider que mes enfants n'ont pas le droit d'utiliser cette merde. Ok, stop. Imagine un instant, tu es en plein milieu d'une conversation intéressante avec un ami, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Vous discutez, échangez des idées, et là, ton téléphone vibre dans ta poche. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu dis que tu vas l'ignorer, une partie de ton cerveau est déjà ailleurs, en train de se demander qui a envoyé ce message, quelle notification vient d'arriver. Et cette fraction de seconde d'inattention change tout. Tu perds le fil, ton ami aussi, et la qualité de votre échange en prend un coup. C'est ça l'économie de l'attention, un système qui capte et monétise chaque moment de distraction et les conséquences, crois-moi, sont loin d'être anodines. 4,6 heures, c'est le temps moyen qu'un Français passe devant les écrans par jour en 2020. 29% du temps quand on ne dort pas. Prenons un exemple concret. Ce matin, tu te réveilles et ton premier réflexe, attraper ton téléphone. Tu switches les notifications sur la météo et la grève de la RATP. Quelques minutes sur Instagram, tu passes d'une photo à une autre, tu likes, tu commentes. Ensuite, tu prends ton petit déjeuner devant la télé ou en scrollant sur Twitter. La journée n'a même pas commencé que tu as passé une demi-heure sur ton smartphone. Une guerre violente fait rage pour capter notre attention. En 2004, il y a 20 ans, Patrick Lelay, président de TF1, balance un pavé dans la mare. Notre boulot, c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible. TF1 est passé de chaîne publique à chaîne privée en 1986. Et donc ça a une implication majeure, c'est que c'est une entreprise, l'objectif d'une entreprise c'est de gagner du pognon au bout d'un moment. Pour gagner de l'argent avec une chaîne de télévision, c'est pas en produisant des émissions que tu gagnes de l'argent, parce que créer des programmes ça a un coût. Il faut payer les réalisateurs, la régie, les figurants, les acteurs, les scripteurs et j'en passe. Et pour ça, il faut du blé. Le métier des chaînes privées, c'est d'aider les marques à faire la promotion de leurs produits. Donc pour Coca-Cola, tu les aides à vendre, tout simplement. Pour qu'un message passe et que les gens achètent, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Et les émissions ont pour vocation de le rendre disponible. Patrick l'explique comme cela. Il faut divertir le cerveau, le détendre pour le préparer entre deux messages. Donc les chaînes de télévision vendent du temps de cerveau disponible. Mais ça, c'était en 2004. C'était le boom d'internet et des fameuses annonces display. Google AdWords venait de voir le jour en 2003. Tu sais, quand tu tapes une requête et que tu as des publicités AdWords pour être tout en haut sur le moteur de recherche. Facebook avait à peine commencé à mettre les publicités et celles de YouTube vont arriver 1 an plus tard. À ce moment-là, personne n'a conscience de l'horreur que va générer cette économie de l'attention et surtout des conséquences dramatiques que ça va avoir sur nous, sur notre cerveau et notre façon de réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde se l'arrache. Les géants du numérique avec les Google, Facebook, aujourd'hui Meta, Netflix, Amazon, Apple et toutes les plateformes qu'ils possèdent. Avec des algorithmes ultra sophistiqués, ils veulent te faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. Les médias traditionnels, avec les chaînes de télévision, les radios et les journaux, bien sûr qu'ils ont dû s'adapter aussi à l'ère numérique, mais ils sont toujours là. Si, je t'assure, la dernière fois, j'ai même vu quelqu'un à la terrasse d'un café sans téléphone avec un journal. Les gouvernements et les organisations politiques l'utilisent également pour communiquer leurs messages et influencer du coup les opinions publiques. Ils utilisent même des influenceurs pour toucher des nouvelles communautés et faire passer leurs messages. Quand tu vois que Marlène Schiappa a reçu des influenceuses à l'Elysée ou que Emmanuel Macron a donné une interview sur la chaîne de Hugo Décrypte, on se dit que le niveau politique est tombé bien bas pour qu'on ne les regarde plus à la télé mais sur des réseaux sociaux. Bon, mais ça c'est un autre sujet, à part entière je pense. Comme tu le sais déjà, mais parce que t'as lu le titre de la vidéo avant de cliquer dessus, on va parler de cette fameuse économie de l'attention et on va plonger au cœur d'un des pires marchés mondiaux qui existe, celui de ton attention. On va voir comment ton attention elle fonctionne, son paradoxe, ses paradoxes, les conséquences que cette économie elle a pour toi directement et pour finir peut-être le plus important, comment est-ce qu'on peut en prendre conscience et essayer de gérer aussi notre attention de manière à pas trop se disperser et surtout d'essayer de se libérer des contraintes que ça a sur nous ou en tout cas de s'en détacher un maximum. Imagine, il y a 15 minutes de marche, tu dois rentrer chez toi et quand tu mets la clé dans ta serrure, tu te rends compte que tu as marché 15 minutes et tu n'as pas vu le temps passer ou fait attention à ce qui s'était passé. Notre cerveau ne prend réellement compte du monde qui l'entoure que lorsqu'il y prête attention. La concentration, c'est la pierre angulaire du fonctionnement cognitif. La mémorisation et les apprentissages dépendent directement de la concentration. Si tu n'es pas concentré, tu ne retiens rien. Être attentif, ce n'est pas seulement regarder ou écouter. C'est être capable de faire abstraction de
tout ce qui va t'entourer pour te concentrer uniquement sur la tâche que tu dois réaliser. Et la concentration, elle dépend de mécanismes neurobiologiques extrêmement complexes. Elle implique plusieurs circuits cérébraux logés dans le cortex frontal. Pour te concentrer sur l'apprentissage d'une poésie ou d'un devoir de mathématiques, l'enfant ou toi, tu dois être capable de filtrer toutes les informations qui viennent de l'extérieur et qui peuvent te parasiter. Et il doit aussi empêcher toutes les pensées qui viennent l'assaillir pour prendre le dessus. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut être capable de filtrer pour garder son attention focalisée. Même si l'attention, elle est dirigée par la volonté de chacun, elle est facilement détournable par des distractions. Capter ton attention, eh bien tout le monde utilise des signaux sonores ou visuels en permanence, tout le temps, toute la journée. Une légende urbaine circule depuis des années. Les grands patrons de la tech, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, basés dans la Silicon Valley, interdiraient les écrans à leurs enfants et les enverraient dans des écoles dépourvues d'écran. Comme partout, il y a des écoles privées dans la Silicon Valley et 5 fois plus qu'à New York. Là-bas, ils diffèrent légèrement dans leur processus d'apprentissage et ils privilégient les activités manuelles en retardant l'apprentissage de la lecture par exemple. En réalité, les écoles publiques ont été équipées d'écrans là-bas comme partout, de tablettes et d'ordinateurs et tout le monde pensait que ça allait combler le fossé dans l'éducation et les apprentissages entre les classes populaires et les classes riches. Mais erreur, c'est l'inverse qui s'est produit. Ces inégalités, elles ont été accentuées par le fait d'équiper des écoles publiques avec des gens potentiellement plus pauvres par des écrans. C'est extrêmement intéressant d'entendre ce que cet ancien vice-président de Facebook dit. Moi, j'ai le droit de ne plus utiliser cette merde, et je peux décider que mes enfants n'ont pas le droit d'utiliser cette merde. Mais tout le monde doit mener sa propre introspection et décider ce qu'il va faire, car vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes programmé. Il a tout simplement interdit Facebook à ses enfants. En réalité, ses parents, qui certes sont des entrepreneurs de la Silicon Valley qui sont multimillionnaires, ils sont aussi parents et ils se posent exactement les mêmes questions que nous, on se pose en tant que parents. Donc ils se disent, ok, est-ce que j'interdis les écrans à mes enfants? And we completely deprive them of all these apps and video games. I cannot describe to you the magnitude of the turnaround in this kid. Grades, incredible, where they were getting 60% and 70%, now getting 90%. Totally engaged, interesting, charming kid that had lost a little bit, and I think that there was a little bit of a daze. Un article du Time qui est sorti en 2018 expliquait que les écoles étaient dépourvues d'écran était la preuve que les géants du numérique, les patrons de la tech, seraient conscients des dangers de l'écran pour l'enfant. Bon, eh bien, ok, il y a quelques écoles sans écran dans la Silicon Valley, mais c'est pas le cas de toutes. Et si on fait un peu plus aux déclarations, elles sont souvent mal interprétées. Par exemple, Bill Gates et sa femme proscrivent totalement les téléphones, mais à table. Les enfants de John Ive, le designer en chef d'Apple, n'ont pas le droit au iPad sans supervision. Suzanne Wojcicki, l'ancienne patronne de YouTube, limitait le temps d'accès de ses enfants au smartphone, mais les a autorisés à en avoir à partir de 11 ans. Pourquoi passons-nous autant de temps devant les écrans alors que nous savons que c'est néfaste? Et là, nous sommes face à un paradoxe. L'attention que nous pensions maîtriser est en réalité constamment capturée et exploitée. Ton attention est devenue la ressource la plus précieuse du 21e siècle. En 2023, les investissements de communication des annonceurs ont dépassé 34 milliards d'euros en France et les prévisions sont à 35 milliards pour 2024. Comment en sommes-nous arrivés là? Cette ressource qui appartient à chacun, c'est le moteur de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Un concept où chaque minute que tu vas passer devant un écran est exploitée, monétisée et souvent détournée à ton insu. Pour bien comprendre cette économie monstrueuse, on va remonter un peu le temps. Dans les années 80, les chaînes de télévision privées commençaient déjà leurs premières armes dans cette bataille pour l'attention. À cette époque, le modèle est simple. Plus une émission captait de téléspectateurs, plus la chaîne pouvait vendre des espaces publicitaires à des marques. Cette stratégie, c'est la base du modèle qu'on connaît aujourd'hui. Mais un intrus va arriver et va foutre un boxon monstre là-dedans. Internet. Une véritable révolution. L'attention n'est plus seulement captée avec une affiche dans le métro, dans les journaux ou pendant une émission de télévision, mais à chaque instant de la journée sur d'autres appareils. Imagine ça. Au début, les affiches dans le métro ou les journaux captaient ton attention. Maintenant, ce sont les GAFA, Google, Facebook, Amazon et tralala, qui perfectionnent cette approche pour une raison simple, c'est l'avenir. La télévision, tu la regardes où? Chez toi. Mais ton téléphone, tu l'as en permanence avec toi. Dès que tu es sur leur plateforme, ils font tout pour que tu y restes le plus longtemps possible. Plus tu restes, plus ils peuvent te soumettre des publicités et plus ils en vendent. Ils transforment ton temps de cerveau disponible en milliards de dollars de revenus publicitaires. Mais comment font-ils pour te garder accroché même quand tu ne penses pas à eux? Ils ont inventé des dizaines de techniques bien vicieuses pour te ramener sur leur plateforme. Tu vois ces petites notifications incessantes, celles qui te disent que quelqu'un veut être ton ami, que quelqu'un a liké ta photo. Chaque like libère de la dopamine, l'hormone du bonheur dans ton cerveau. Quelqu'un a aimé ce que tu faisais et ça te rend content. C'est ainsi que tu reviens encore et encore.
Disons que tu vas sur YouTube pour chercher une recette de cookies pour ce soir parce que t'as des invités. Quand tu ouvres l'application, tu tombes sur une vidéo intrigante qui n'a rien à voir mais qui capte ton attention. Par hasard, tiens, un mec inconnu qui te parle de l'économie de l'attention. Tu te demandes ce que c'est. Et puis là, il arrive à t'embarquer dans son délire. D'ailleurs, pense à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me donnera un petit shot de dopamine. Tu cliques et avant même de t'en rendre compte, tu as passé 1 heure à regarder des vidéos. Le binge watching, ça te parle? C'est exactement ce que les algorithmes veulent provoquer. Ils sont pas là pour t'aider à organiser proprement ta journée ou à consommer du contenu de manière équilibrée et responsable, mais simplement pour maximiser le temps que tu vas passer devant les écrans. C'est pas tout, hein, on pourrait aussi parler des jeux gratuits. Tu sais, ceux qui te bombardent de petites récompenses pour que tu continues à jouer. Chaque récompense, c'est un petit shot de dopamine, c'est ainsi que tu deviens accro. On est des véritables cibles dans l'économie de l'attention. Les algorithmes, les notifications et les contenus addictifs sont les armes utilisées pour nous garder connectés, peu importe le prix. Mais est-ce que tu es prêt à vraiment comprendre ces mécanismes? Parce que là, on est face à un paradoxe. L'attention que nous pensions maîtriser est en réalité constamment captée et exploitée. Et c'est là que réside le danger. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre bien plus que quelques heures devant un écran. C'est le danger qu'on maîtrise pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on risque à trop regarder les écrans? Ça amène ma deuxième partie sur le prix de l'attention. Chaque seconde où tu regardes cette vidéo, quelqu'un, quelque part, gagne de l'argent. Mais combien vaut vraiment ton attention? Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça coûte le temps que tu passes devant ton écran? Accroche-toi parce que les chiffres ils sont étonnants. À la télévision, 30 secondes d'attention en prime time, combien ça vaut? Pour te donner un ordre d'idée, en France, une publicité diffusée pendant le prime time sur TF1 peut coûter entre 80 000 et 150 000 euros. Par exemple, lors de la finale de la Coupe du Monde de football 2018, les prix ont grimpé à plus de 200 000 euros pour 30 secondes de diffusion. Ces spots captent l'attention de millions de téléspectateurs en même temps, ce qui en fait des moments très convoités par les annonceurs. Passons maintenant aux annonces digitales. Sur YouTube, les coûts sont très différents, mais tout aussi significatifs. Une entreprise est capable de payer entre 10 et 30 centimes d'euros par vue pour une annonce sur YouTube. Ce coût il peut sembler extrêmement faible, mais avec des campagnes qui atteignent facilement des millions de vues, les dépenses elles s'accumulent extrêmement rapidement. Est-ce que tu vois la campagne de Nike Dream Crazy? Elle est sortie en 2019, cette publicité elle est hallucinante, moi je la trouve magnifique. Si tu l'as pas vue, je vais te mettre le lien dans la description. Franchement, elle donne des frissons. Elle met en vedette Colin Kaepernick, un joueur de football américain. Elle a généré des millions de vues en quelques jours. Pour maximiser son impact, Nike a dépensé plusieurs millions d'euros pour diffuser cette publicité via des annonces pré-roll sur YouTube. Et YouTube, en 2023, a généré environ 30 milliards de dollars de revenus publicitaires. Ce chiffre dépasse même les recettes combinées de nombreuses chaînes de télévision traditionnelles dans le monde. La raison elle est très simple, c'est que sur YouTube, tu peux avoir un ciblage qui est extrêmement précis. Contrairement à la télévision où l'audience elle est vachement plus large et variée, les annonces digitales, elles permettent de cibler et de toucher spécifiquement la cible que tu veux viser. Et donc, les personnes susceptibles d'acheter. Et le ciblage précis, ça vaut de l'or. Savoir que tu es en train de cibler des gens qui habitent dans des villes de plus de 5000 habitants en France, qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont des enfants et un certain pouvoir d'achat pour vendre des voitures, ça n'a pas de prix. Et c'est là que la valeur des influenceurs rentre en compte. Ils travaillent pour les réseaux sociaux en créant du contenu pour te faire rester le plus longtemps possible. Ça, c'est fort. Tu sais qu'un post sur Instagram peut valoir des milliers d'euros. Pour les plus grands noms comme Kylie Jenner, un post sponsorisé peut coûter jusqu'à 1,2 million de dollars. Même pour des influenceurs plus modestes, le prix peut être impressionnant. Un influenceur avec 100 000 abonnés peut demander entre 500 et 5 000 euros par post selon l'engagement de son audience. Prenons l'exemple de la marque Fashion Nova. Cette marque elle a battu son succès en grande partie grâce à des collaborations avec des influenceurs sur Instagram. En 2021, elle était l'une des marques les plus mentionnées sur Instagram avec des ventes dépassant les 600 millions de dollars. Comment? En payant des influenceurs, des méga influenceurs aux micro-influenceurs pour porter et promouvoir leurs vêtements. Et les micro-influenceurs, ils ont souvent moins d'abonnés, mais en revanche, ils ont cette faculté à avoir une audience qui est vachement plus engagée. Mais ils peuvent demander entre 100 et 500 euros par post. Et ça peut sembler relativement faible quand une marque elle collabore, mais quand elle collabore avec des centaines d'entre eux, c'est immense. L'investissement dans ces collaborations, elle est stratégique. Les marques, elles payent pas seulement pour de la visibilité, mais pour de la crédibilité et l'engagement que ces influenceurs apportent. C'est un modèle économique où chaque euro investi peut potentiellement rapporter beaucoup plus en retour. On a aussi les annonces ciblées et le real-time bidding. Ces pubs que tu vois en ligne, elles sont pas là par hasard. Elles savent exactement ce que tu veux avant même que toi tu le saches. Comment? Grâce au real-time bidding. Qu'est-ce que c'est? C'est un système d'enchères en temps réel
individuels où les annonceurs paient pour que leur publicité soit affichée sur les pages que tu visites. Prenons un exemple concret. Tu cherches une nouvelle paire de baskets, tu cliques sur un lien et immédiatement après, tu commences à voir des publicités pour des chaussures sur Facebook, Instagram et même sur des sites que tu visites ensuite. Ces publicités sont là parce que les annonceurs ont payé pour être les premiers à capter ton attention à travers des enchères en temps réel. En 2022, le marché du RTB a été estimé à plus de 50 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Ces enchères, elles se déroulent en millisecondes, chaque fois que tu charges une nouvelle page web. Les annonceurs les plus offrants gagnent le droit de te montrer leur pub et plus l'audience est ciblée, plus le coût est élevé. Par exemple, pour toucher une audience très spécifique, un annonceur il peut payer jusqu'à 10 € pour 1000 impressions, contre 1 ou 2 € pour des audiences qui sont plus larges et moins ciblées. Et là, tu commences à comprendre le business de l'attention. C'est juste une boîte de Pandore que tu viens d'ouvrir. Et comment savoir ce que tu veux ou ce que les publicités te suggèrent et que tu crois toi vouloir. Et là, tu peux commencer à te manger le cerveau parce que ça a des conséquences énormes. Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point il est difficile de poser ton téléphone même pendant quelques minutes? Cet attachement n'est pas seulement une habitude, en réalité c'est une addiction. Une addiction qui va avoir deux formes d'impact. Les impacts individuels et sociétaux. Le plus évident, ça va être les impacts individuels que tu vas avoir sur ta vie personnelle. Parce qu'avant même de penser ce que l'économie de l'attention elle fait à la société, on va penser ce que ça te fait à toi directement sur ta vie, sur ton quotidien. T'as déjà remarqué cette espèce de fatigue qui te suit partout, même après une nuit complète de sommeil? C'est pas juste le boulot ou les études qui te pèsent. C'est aussi ce flux constant d'informations et de sollicitations qui vient de ton téléphone, de tes réseaux sociaux, de tes mails. Chaque notification, c'est un petit coup de stress. Ton cerveau, il est constamment en alerte, prêt à réagir au moindre son, à la moindre vibration. Et ce stress, il s'accumule jour après jour. Et c'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle aussi la fatigue décisionnelle. Tu passes ta journée à faire des choix qui sont petits ou grands. À force d'être bombardé d'options, liker, pas liker, passer, pas passer, ajouter un ami, pas ajouter un ami, répondre, pas répondre, partager, pas partager, ton cerveau, il finit par saturer. Le résultat, tu te sens épuisé, même sans avoir fait grand chose de physique. Et puis il y a cette addiction insidieuse qui s'installe. Tu te surprends à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, même sans raison particulière. Juste au cas où. Cette habitude, elle semble anodine, mais elle montre à quel point ton cerveau est devenu dépendant de ces petites doses de dopamine que chaque notification te procure. C'est comme un réflexe conditionné, et c'est là que ça devient dangereux parce que tu ne contrôles plus vraiment ton attention, c'est elle qui te contrôle. Maintenant parlons de ta vie sociale. Alors ouais, t'es connecté en permanence, t'as des centaines d'amis sur Facebook, des abonnés sur Twitter, des followers sur Instagram, des contacts pros sur LinkedIn, des abonnés sur YouTube. Mais est-ce que tu te sens réellement connecté aux autres? L'ironie, c'est qu'à force de vouloir être partout à la fois, bah t'es nulle part. Et les conversations en face à face, elles se font de plus en plus rares. Elles sont remplacées par des échanges d'emojis, des petits smileys, des likes. Et même quand t'es avec des amis, combien de fois ton attention elle est détournée par ton téléphone? T'as déjà été dans une soirée où tout le monde est sur son téléphone en même temps? Physiquement, tout le monde est présent, assis à la même table, mais en fait tout le monde est absent. Et ce phénomène, il a un nom, le phubbing. C'est un mélange entre phone et snubbing. Le principe, il est simple, t'ignores quelqu'un pour ton téléphone, pour ton smartphone. Et c'est pas juste impoli, ça crée un fossé, une distance entre toi et les autres, même les personnes que t'apprécies le plus. Et pour le dernier impact sur l'aspect personnel, on touche à un point crucial. Ta capacité à réfléchir, à prendre du recul et à exercer ton esprit critique. Tu te souviens du temps où tu pouvais lire un article, ou un livre même, sans être interrompu toutes les 2 minutes? Si t'as moins de 20 ans, t'as sûrement jamais connu ça. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai défi en fait d'être concentré comme ça pendant plus de 2 minutes. Parce que non seulement ton attention elle est constamment sollicitée, mais en plus les informations que tu reçois sont souvent biaisées, filtrées par des algorithmes qui ne te montrent que ce que tu penses qu'ils veulent voir. Résultat, tu te retrouves entouré dans une bulle avec des gens qui pensent que comme toi. Et ça, c'est ce que les plateformes, elles appellent la bulle de filtre. Elles limitent ta capacité à voir les choses sous un autre angle, à remettre en question tes idées. Tu consommes de l'information, oui, mais est-ce que tu la digères vraiment? Est-ce que tu la remets en question ou est-ce que tu te contentes de l'accepter telle qu'elle? Prenons un exemple concret. Tu tombes sur un post viral qui pense corroborer ce que tu penses déjà. Manger du sucre ne fait pas grossir. Sans trop réfléchir, tu partages. Mais est-ce que tu t'es demandé d'où ça venait? Qui l'a écrit? Quelle était l'intention derrière? Qui l'a publié? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'auteur et celui qui publie? Eh bien, généralement, tu le fais pas. Pourquoi? Parce que le système est fait pour te pousser à réagir rapidement, sans prendre le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Ça affaiblit ton esprit critique, ta capacité à distinguer le vrai du faux, à prendre du recul sur ce que tu vois et ce que tu lis. Si on reprend un peu l'histoire, l'élection de Donald Trump s'est faite avec l'aide d'une société, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est une société britannique de psychographie.
La psychographie, c'est la segmentation psychographique qui te permet aux entreprises de voir comment leurs services ou produits sont perçus par les consommateurs et ce qu'ils veulent vraiment les consommateurs et pourquoi. Et bien pour Trump, on se demande toujours s'il a remporté l'élection 2016 grâce aux données qui ont été récoltées par Cambridge Analytica sur Facebook par dizaines de millions pour leur suggérer à telle heure, tel moment de la journée, on va aller taper sur tel sujet pour qui vote Trump. Il semblerait que l'entreprise Cambridge Analytica ait recueilli sans le consentement de Facebook les informations personnelles de millions d'usagers. Imaginez-vous qu'une société est capable d'avoir un impact significatif sur les élections américaines, alors imagine juste sur le fait de te mettre avec des gens qui pensent comme toi. Maintenant que tu vois un petit peu plus ce que l'économie de l'attention elle fait à ta vie perso, tu entrevois ce qu'elle peut faire d'un point de vue sociétal. Imagine juste les conséquences, parce que si chacun de nous est affecté, les conséquences d'un point de vue à l'échelle de la société, elles sont énormes. On est dans une ère où l'information elle circule à une vitesse folle. Mais le problème c'est que c'est pas toujours de l'information de qualité. En fait, la désinformation, les fake news, les théories du complot circulent encore plus vite que les faits vérifiés. Pourquoi ? Parce que les fausses informations sont souvent plus choquantes, plus captivantes et donc elles captent plus l'attention. Et les algorithmes ils jouent là-dessus, hein. Leur but c'est de te garder accroché, de te montrer les contenus qui vont te faire vibrer, qui vont te faire kiffer et qui vont te faire réagir pour rester sur leur plateforme. Et pour ça, quoi de mieux que des contenus qui sont polarisants, des titres sensationnalistes et des théories qui vont jouer sur tes émotions. Elle se propage comme une traînée de poudre et elle est d'autant plus difficile à combattre qu'elle se mêle aux infos réelles, créant un flou constant. Le deuxième aspect, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est la polarisation. C'est l'autre grande conséquence de l'économie de l'attention. Quand tout est fait pour capter ton attention en jouant sur tes émotions, ça finit par diviser. Les gens, ils se regroupent en communautés qui partagent les mêmes opinions, les mêmes visions du monde, et les divergences, elles se transforment en conflits. On l'a vu ces dernières années avec la montée des extrêmes, la radicalisation des opinions, l'incapacité de plus en plus grande à discuter de sujets sensibles, calmement tout simplement. Les plateformes qui devraient nous connecter, en réalité, elles nous divisent, parce qu'elles amplifient les différences, les oppositions. Tu finis par croire que ceux qui ne pensent pas comme toi sont dans l'erreur totale, voire qu'ils sont dangereux. Et cette polarisation, elle fragilise la société dans son ensemble. Elle rend le dialogue plus difficile et les compromis quasiment impossibles. Et enfin, on peut pas parler des conséquences de l'économie de l'attention sans aborder le sujet de la surveillance de masse. Parce que pour capter ton attention, les plateformes, elles collectent un maximum de données sur toi. Tes goûts, tes habitudes, tes déplacements, tes interactions. Chaque clic, chaque like, chaque minute passée sur une page est enregistrée, analysée, utilisée pour mieux te cibler. Ça va même plus loin que ça, mais ça on le sait déjà. Toutes les informations qui sont recueillies sur toi, elles sont revendues à des tiers, utilisées pour te proposer des publicités extrêmement ciblées, pour influencer tes comportements de manière subtile. Et on ne sait pas toujours qui a accès à ces données, ni comment elles sont utilisées, c'est bien ça le problème. C'est comme si tu vivais dans un gigantesque aquarium où chaque mouvement est observé, analysé. Et ça, c'est un vrai problème de liberté individuelle, parce que plus on sait de choses sur toi, plus il est facile de te manipuler, de t'influencer. Et ça m'amène à la dernière partie, reprendre le contrôle. Imagine un instant que maintenant, dès que tu vas recevoir une notification, prendre ton téléphone, que tu vas aller sur un réseau social, tu vas te poser la question, mais pourquoi est-ce que je le fais? Alors on va voir étape par étape comment est-ce que tu peux reprendre un petit peu le contrôle sur ton attention. Parce que t'en as tout simplement marre de te faire pigeonner. La première chose pour reprendre le contrôle, c'est de comprendre comment fonctionne l'économie de l'attention. Prendre conscience, c'est comme ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi. Une fois que tu réalises que chaque notification, chaque publicité est conçue pour capter ton attention et te garder accroché, tu peux commencer à résister. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut aussi développer une attitude critique. Ça veut dire apprendre à décrypter les messages publicitaires, à vérifier les sources d'informations et à te poser la question. Pourquoi est-ce qu'on me montre ça? Quel est le but derrière tout ça? Par exemple, la prochaine fois que tu vois une publicité en ligne, au lieu de simplement l'ignorer et de cliquer machinalement, prends un moment pour te demander pourquoi elle t'a été montrée. Qui en profite? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin? La seconde étape, c'est sûrement la plus dure. Une fois que tu as pris conscience du danger, c'est de changer tes habitudes. Et ça, je suis pas sûr qu'il y ait des méthodes miracles pour y arriver, donc je vais simplement donner quelques pistes. La première, c'est limiter le temps passé devant les écrans, ça paraît évident, mais c'est probablement l'un des plus grands défis. Commence par te fixer des limites. Par exemple, tu peux décider de ne pas utiliser ton téléphone dans la première heure après ton réveil, ou d'instaurer des moments sans écran en soirée. Tu verras, au début, c'est un peu difficile, mais très vite, en fait, tu vas en ressentir les bienfaits. Plus de temps pour toi, pour tes proches, et moins de stress. Ensuite, choisir des contenus de qualité. Il s'agit pas de tout rejeter en bloc, mais plutôt de faire des choix éclairés. Sélectionne les contenus qui t'apportent vraiment quelque chose, que ce soit de la connaissance, du bien-être ou du divertissement, de la qualité. Par exemple, au lieu de te perdre dans des vidéos recommandées par l'algorithme, prends le temps de rechercher des documentaires, des articles ou des livres qui t'intéressent vraiment. C'est une manière de reprendre le contrôle sur ce que tu consommes et t'éloigner de l'influence des algorithmes. Ensuite, un autre aspect, c'est de protéger un petit peu ta vie
vie privée. C'est de reprendre le contrôle sur tes données personnelles. Pense à réduire le nombre d'applications qui collectent des données, à désactiver les notifications qui sont pas essentielles et à utiliser des moteurs de recherche ou des navigateurs qui respectent ta vie privée. La loi RGPD en Europe t'offre déjà des outils pour cela. Elle t'oblige à donner ton consentement pour la collecte de tes données et te donne le droit de demander leur suppression. Et utiliser ces outils, ça a des avantages. Après, il existe des mouvements comme Digital Detox et le minimalisme numérique. C'est des mouvements qui se sont développés en fait pour contrer cette économie de l'attention. Ils prônent une consommation plus consciente des médias en réduisant volontairement le temps passé en ligne et en privilégiant des interactions plus significatives. Prenons l'exemple de Julie qui a décidé de faire une détox numérique. Pendant un mois, elle a désactivé ses réseaux sociaux et s'est concentrée sur ses passions. Résultat, elle a redécouvert le plaisir de lire, de passer du temps avec ses potes, sans la distraction constante des notifications. Son témoignage, c'est qu'un parmi tant d'autres et il illustre le bienfait de ses pratiques. Après, cette vidéo, elle était justement dédiée à l'économie de l'attention. Je dis pas qu'il faut poser les plateformes, tout désactiver et tout, parce que même moi, attends, sinon tu me verras plus sur YouTube. Mais c'est simplement en fait pour avoir conscience de tout ça. J'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as des pistes de réflexion que j'ai peut-être oublié. Et puis pense à t'abonner, liker et partager à tes potes. Top l'ami!